Cher Laurent Berger, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Et de vous prêter à ce dialogue pour l'émission Maintenant on fait quoi, diffusée sur La Tribune et podcastée sur Spotify. On ne vous présente plus, vous êtes secrétaire général de la CFDT, premier syndicat de France, avec exactement 610 144 adhérents. Et si on ne vous présente plus, c'est que vous trustez les matinales et grandes émissions télé et radio, au point que le visage ou le nom des autres responsables syndicaux, Philippe Martinez de la CGT excepté, sont inconnus ou presque. Mais cette reconnaissance n'a pas pour seule origine le leadership qu'occupe votre organisation. Elle tient aussi à des prises de position audacieuses, peut-être aussi parfois périlleuses, qui ont pour scène des enjeux de société, lesquels dépassent le strict champ du social, du travail, de l'emploi, à l'intérieur duquel vos rivaux ont fait le choix de se confiner. Oui, votre parole est riche, car elle investigue un large éventail de problématiques qui peuvent sembler éloignées du territoire de légitimité d'un syndicat, mais qui en réalité permettent de questionner les propriétés de ce territoire, notamment le sens du travail, l'exercice de la solidarité, la justice sociale, la démocratie, la transition écologique, la géopolitique, en premier lieu européenne, et je rappelle que vous présidez la Confédération européenne des syndicats, et même l'idéologie, si l'on en juge vos déclarations contre les thèses du Rassemblement national. Et tout cela au nom d'une conviction que ne déjugerait pas le sociologue Edgar Morin, la complexité du monde, comme de chaque situation, est telle que la déchiffrer, puis lui trouver des solutions, réclame de s'y plonger plutôt que de l'esquiver. Et pour illustrer cette stratégie qui vous singularise, il n'y a qu'à citer la première phrase de votre livre « Sortir de la crise, agir vite, penser loin », publié il y a quelques mois chez Calman Levy. Je cite « Un syndicaliste est-il légitime pour parler à tous de questions d'intérêt général? A-t-il le droit de s'aventurer hors du périmètre exclusif de la défense des intérêts des salariés? Je le crois. » Essayez de nous en convaincre. Voilà à quoi vous allez vous employer pendant ce dialogue. Et par exemple, nous convaincre qu'il n'y a pas, comme vous l'affirmez, dans votre démarche de dimension politique. Or, il n'y a qu'à égrener les principes cardinaux du pacte de pouvoir de vivre, dont vous êtes le co-initiateur avec Nicolas Hulot, pour émettre un doute. Ce pacte républicain vise, et je vous cite de nouveau, à réinventer le bien commun pour refaire société, à remettre l'exigence de solidarité et de justice sociale au cœur de l'économie, à réconcilier transition écologique et justice sociale pour construire un avenir partagé, à partager le pouvoir pour mieux agir. Si ce n'est pas un projet de société, c'est quoi? Et si ce n'est pas un programme politique, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir au service d'un projet commun, c'est quoi? Vous nous direz tout à l'heure. Et vous-même, n'affirmez-vous pas que la nation est en attente d'un objectif commun à partir duquel elle se rassemble plutôt qu'elle ne se fragmente et donc se met en mouvement? Et même votre méthode, qu'on peut résumer à la recherche permanente et exigeante du compromis, ne crédite-t-elle pas votre démarche politique? Alors j'en viens à ma première question. Pourquoi, selon vous, est-il de l'intérêt, de la responsabilité, peut-être même du devoir d'un syndicat de salariés et d'un leader syndical d'investir les grands sujets de société? D'abord parce qu'une organisation syndicale, c'est quoi? C'est la représentation, l'organisation des travailleurs pour défendre au mieux leurs intérêts. Mais un travailleur, une travailleuse, c'est quoi? C'est aujourd'hui un salarié, un agent public, un travailleur indépendant, mais dépendant économiquement. Mais c'est aussi un citoyen, une citoyenne. C'est une personne qui est intéressée évidemment sur ce qu'est le cœur du métier du syndicalisme, le travail, d'avoir de bonnes conditions de travail, des bonnes conditions de rémunération, la protection sociale, de pouvoir être couvert en cas de risque, maladie, chômage, au moment de sa retraite, d'avoir un emploi de qualité et ne pas subir la précarité, etc., etc. On peut citer tout ce qui est notre cœur de métier. Mais l'enjeu pour un salarié, pour un travailleur, c'est aussi d'évoluer dans une société où les inégalités ne minent pas l'ambiance dans la société, ne se développe pas. Une société où la transition écologique devient un vrai objectif parce qu'on ne peut pas vivre sur une planète morte, on ne peut pas y travailler, on ne peut pas avoir un emploi, comme le dit le syndicalisme international dans un slogan, il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. Donc le rôle d'une organisation syndicale, c'est évidemment d'être concentré sur ses objectifs initiaux, qui est la défense de l'intérêt des travailleurs et de leur représentation, mais c'est aussi d'élargir le spectre pour contribuer à l'intérêt général. Pas pour le définir en propre, tout seul, pas pour développer
un projet politique au sens où on l'entend de façon restrictive trop souvent dans la société, mais pour participer à la définition de l'intérêt général du point de vue des travailleurs. Et donc c'est pour ça que cela nous autorise, contrairement à ce que certains pensent, cela nous autorise, à partir de notre légitimité sur le champ du travail, on va y revenir, eh bien cela nous autorise à parler d'écologie, à parler d'inégalité, à parler de discrimination, à parler d'exercice démocratique, et à parler, je crois, Europe. Parce que l'Europe est très importante pour la vie demain des travailleurs. Donc voilà, je suis à la fois persuadé que nous devons concourir à un projet pour le pays et qu'il ne nous appartient pas de le mener nous-mêmes en propre, puisque pour le coup, là je suis très clair aussi, nous n'avons pas une démarche politicienne au sens intérêt partisan. On va en venir d'abord, on va commencer par évoquer ensemble 3 dates clés ou circonstances clés ou personnes clés et qui nous permettent aussi de mieux comprendre votre trajectoire et aussi qui vous êtes. D'abord, une photo de Saint-Nazaire. Vous y êtes né, votre père était soudeur sur les chantiers de l'Atlantique, votre mère était aide puéricultrice. Saint-Nazaire est le théâtre de vos premiers engagements, notamment à la jeunesse ouvrière chrétienne, dans des associations d'insertion. Et bien sûr, vous faites vos premiers pas dans la section locale de la CFDT. Plus précisément, sur cette terre, qu'avez-vous cultivé qui nourrit vos engagements 52 ans plus tard? Je crois que c'est le goût des autres. Je crois que c'est... moi, j'ai la chance de grandir dans une famille où l'amour parental est extrêmement présent. La conscience de l'accompagnement de ses enfants dans leur épanouissement est très présente. Et le goût de l'engagement collectif. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille où ce n'était pas l'un ou l'autre, c'était les deux, et où on était invité à participer, à s'engager avec d'autres et à s'émanciper. C'est-à-dire à s'émanciper au contact d'autres, en militant avec eux, en les rencontrant. Et Saint-Nazaire, c'est une terre d'équilibre. C'est une des villes où les écarts de revenus sont les plus resserrés, donc avec plus d'égalité qu'ailleurs. C'est une ville qui a une vraie conscience ouvrière, dans la noblesse de ce qu'est la conscience ouvrière. Et puis, c'est aussi la terre de rencontre pour moi. Ces rencontres, ce sont des femmes, des hommes, des militants de générations antérieures ou de ma génération qui, finalement, m'ont fait grandir. C'est ma deuxième université, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est aussi une école de l'engagement, du militantisme. Et c'est vrai que j'y cultive un attachement à cette ville qui a su se régénérer, très fort, mais je cultive aussi un attachement à ses habitants et à tous ceux qui ont été finalement mes compagnons de route dans mon engagement syndical, qui m'ont beaucoup appris. Il n'y a pas de science innée. Il y a simplement ceux qui vous transmettent, et il y a eu beaucoup de transmetteurs pour moi ici. Parmi vos compagnons de route, il y a François Chérec, votre prédécesseur à la tête de la CFDT. Il est, dites-vous, une rencontre humaine qui va au-delà de l'engagement syndical, des qualités qui étaient les siennes. Laquelle en particulier partagez-vous et laquelle en particulier auriez-vous aimé partager? Je crois qu'il m'a transmis, ou il a cultivé encore en moi, l'empathie. L'envie d'aller à la rencontre, de rencontrer. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un responsable syndical dans sa tour d'ivoire. Je passe mon temps sur le terrain à rencontrer des militants, des salariés. J'étais encore à Albi ces jours-ci avec une heure d'information syndicale dans un conseil départemental, à rencontrer des militants l'après-midi, à échanger avec eux. Ça, François, il avait ça chevillé au corps. Il a vraiment fait évoluer la CFDT dans cet esprit-là. Il était très intuitif, très à l'écoute. Il savait transformer le matériau qui finalement la vie humaine, la vie des travailleurs en propositions, en revendications, en convictions. Et puis, je crois qu'il avait une espèce d'impulsion, c'était d'un volontarisme rare, quoi. Il avait un côté rugbyman, il passait la tête, il poussait, et il a fait beaucoup évoluer l'organisation. Donc, je crois qu'il a beaucoup transmis. François, c'est à son corps défendant, c'est aussi une blessure pour moi. La blessure de perdre un ami trop tôt et de perdre un prédécesseur tout en étant en fonction et en assumant d'honorer sa mémoire comme responsable de la CFDT et en même temps de pleurer un ami. Donc c'est vrai que c'est une rencontre et mon parcours il est jalonné de rencontres et celle qui me fait arriver à cette responsabilité qui finalement me demande beaucoup mais m'apporte beaucoup également, c'est lui, c'est cet homme, c'est François Chérec qui a été un immense leader syndical et qui était un homme extraordinaire. Une date clé que vous avez souhaité retenir, c'est le 31 mars 2017. La CFDT devient alors la première organisation syndicale de France dans le privé. Depuis, elle est devenue la première organisation syndicale tout court. Alors, en valeur absolue, c'est remarquable, mais en valeur relative, lorsqu'on regarde le taux de syndicalisation en France, ça reste globalement assez faible. D'ailleurs, cette date, j'aurais pu choisir
le 26 mai 2021, puisqu'hier, nous sommes consolidés dans votre leadership. Dans notre leadership, avec un vrai écart sur la seconde organisation qui est la CGT. Ça dit deux choses. Ça dit d'abord qu'il y a de la place aujourd'hui pour un syndicalisme qui est combatif, qui dit les choses franchement, qui fait des propositions et qui est constructif et qui recherche le compromis. C'est quand même, dans l'histoire sociale de notre pays, une vraie nouveauté. La première fois, c'était un fait historique. Maintenant, c'est un ancrage d'un syndicalisme du XXIe siècle en France qui a pris ce parti, d'une certaine manière, d'être majoritairement un syndicalisme qu'on qualifie de réformisme improprement, mais de construction. Ça dit aussi que le syndicalisme est lui aussi à la croisée des chemins, comme beaucoup de nos institutions. Cette croisée des chemins, c'est de pouvoir continuer à se développer, à vivre, mais en même temps de redoubler d'efforts pour être au plus près des préoccupations. Et c'est vrai qu'on a un double engagement à tenir avec ces résultats pour la CFDT. Le premier, c'est de continuer cette proximité avec les travailleurs et de leur proposer beaucoup plus d'adhérer à la CFDT, parce qu'on a besoin de force vive, on a besoin que les gens viennent s'engager à leur manière et qu'on a besoin de revoir nos fonctionnements parfois pour le faire, parce que des jeunes, mais aussi des moins jeunes, s'engagent différemment qu'il y a 20 ans, parce qu'on est aujourd'hui, après ces élections, premiers dans des branches professionnelles de salariés qui sont loin d'être les plus favorisés, le maintien à domicile, les services à la personne, le caoutchouc par exemple, etc. Donc ça nous impose de bouger. Et puis je crois que ça impose aussi de dire que le syndicalisme français doit évoluer et se réunir un peu plus. Il y a deux grands courants syndicaux, on les connaît, le courant révolutionnaire et le courant plutôt réformiste. Celui-ci a pris le leadership. Je crois que les organisations syndicales sont trop éparpillées. Il y a trop d'organisations syndicales dans notre pays. Donc vous plaidez pour une consolidation du paysage. Je crois que c'est la responsabilité de leader de la CFDT, c'est un peu la mienne aussi, de peser pour des consolidations qui ne seront pas des regroupements d'organisations comme ça en claquant des doigts, mais qui sont des vraies convergences, des sortes de maisons communes à construire. Et en tout cas, pour le camp réformiste, je vais essayer de m'y employer. Je vais vous faire maintenant réagir à 3 photos d'actualité. D'abord, une photo d'Emmanuel Faber. Il y a quelques semaines, il était défait des commandes de Danone. Vous avez alors manifesté votre inquiétude, notamment pour le symbole qu'incarnait celui qui avait emmené le groupe vers le statut d'entreprise à mission. On passe le cas Faber. 2 ans après la promulgation de la loi Pacte, ce statut d'entreprise à mission peine à s'installer, hors les TPE. Quant aux raisons d'être des entreprises, elles rivalisent souvent de fadeur, voire d'inconsistance. Selon vous, c'est révélateur de quoi? C'est révélateur qu'un mouvement, quand il est engagé, n'est pas naturel. Quand je dis ça, c'est pour, là aussi, prendre la mesure de ce qu'est la complexité, mais aussi la nuance. Il y a 15 ans, c'était totalement inimaginable qu'on impose au capitalisme, qu'on impose aux entreprises d'une certaine manière, ou qu'on incite fortement les entreprises à définir une raison d'être un peu différente de simplement le retour sur investissement de court terme. C'est-à-dire que le fait de réguler le capitalisme était presque une idée un peu baroque. Aujourd'hui, crise financière, crise du Covid, prise de conscience que l'entreprise, c'est autre chose que simplement de la rentabilité à court terme, que simplement la satisfaction des actionnaires. Et du coup, des choses se mettent en place. La participation des salariés dans les conseils d'administration, les entreprises à mission, la raison d'être des entreprises, tout ça. Et l'illustration de Danone, c'est que tout ça ne va pas de soi, que les vents contraires existent encore. Et donc, il y a 2 manières de le voir. Le verre à moitié plein en disant c'est bon, le mouvement est engagé et on peut s'en satisfaire, ce serait une erreur. Les efforts sont encore plus importants à fournir aujourd'hui pour réguler le capitalisme et lui donner une raison d'être différente de ce qu'il est depuis maintenant Friedman et d'autres. Et puis, l'autre erreur serait de voir que rien n'a avancé et de croire que tout ça est fini. Ça ne servira à rien. Donc moi, je suis sur l'option intermédiaire, ce qui est de dire appuyons-nous sur ces fondamentaux qui ont été construits, ils sont insuffisants pour pousser davantage de régulation du capitalisme et un capitalisme qui soit beaucoup plus responsable et respectueux de ses parties constituantes, mais aussi de son environnement. Alors, vous voyez le verre à moitié plein. La photo suivante va peut-être apporter la démonstration que le verre peut être aussi vu à moitié vide. En France, Bernard Arnault et son groupe LVMH en route vers des records d'enrichissement. BNP Paribas qui délivre 500 millions d'euros de bonus à 222 de ses banquiers de la branche investissement. Et dans le monde, un bondissement jamais vu auparavant du nombre de milliardaires. La crise ne l'a pas été pour tout le monde. Ça vous inspire quoi, justement ?
Ça m'inspire d'abord un constat très fort, une progression des inégalités, parce que comme vous le dites fort justement, la crise a contribué à enrichir déjà les très riches. Et ça m'inspire un deuxième sentiment, c'est que moi je ne suis pas anti-riche, mais je suis pour qu'ils participent à leur juste part aux efforts collectifs de solidarité. Et la solidarité, c'est quoi? C'est la contribution à de la protection sociale, sous quelque forme que ce soit, sous une forme des cotisations, mais aussi en aidant des publics particuliers, et la participation à une fiscalité juste. Et donc, moi, ce que ça m'inspire, c'est que maintenant, il faut qu'on passe vers à une fiscalité qui soit vraiment une fiscalité qui impose sur le même niveau que pour les revenus du capital, qui impose une transmission du patrimoine beaucoup plus forte, parce qu'on sait que 10% de la population détiennent, par exemple en France, 50% du patrimoine. Voilà pourquoi, moi, ce que ça m'inspire, ce n'est pas un constat. Le problème des syndicalistes, souvent, c'est ça m'inspire du dégoût, etc. Peu importe ce que ça vous inspire. Ce qu'il faut, c'est, à partir de ça, construire des propositions. Et les propositions qu'on fait, nous, avec Gabriel Zucman, par exemple, je suis sa proposition qu'il a faite, c'est qu'en Europe, si en Europe, les plus hauts revenus, les 0,1% des plus riches et les 1% des plus riches étaient taxés de 1 ou 2% de leur richesse, on aurait plus de 120 milliards pour mener des politiques européennes en direction de la jeunesse, pour un grand plan de rattrapage de ceux qui ont pris en pleine figure cette crise du Covid. On aurait des mesures pour favoriser la lutte contre la pauvreté, etc. etc. Les mesures fiscales, pardonnez-moi, les mesures fiscales que Joe Biden a prises aux États-Unis, à la fois à l'égard des Américains, des plus riches, mais aussi son vœu d'imposer justement un impôt mondial de 15 à 21%, ça c'est un message d'espérance très fort selon vous? Oui, c'est un message d'espérance. Là aussi, moi je suis toujours, j'essaie de regarder les choses avec recul, pragmatisme. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est aussi un rattrapage des États-Unis sur un déficit en termes de modèle social et de contribution des plus riches, mais également d'absence de couverture sociale suffisante pour les citoyens et les travailleurs américains. Mais oui, c'est un bon signal. Et donc, il faut aller vers cela. Moi, je récuse aujourd'hui le fait que ce gouvernement, par exemple en France, ait monté comme un totem l'idée qu'on n'aurait pas d'augmentation des prélèvements obligatoires, quels qu'ils soient. Donc y compris sur les plus riches, et on a l'impression qu'on tourne autour du totem, alors que là, on a une opportunité, et ce ne serait pas confiscatoire pour ces grandes fortunes. Ce serait presque anodin, d'une certaine manière. Donc je pense que ces progressions de richesse, elles sont à mettre en parallèle avec la progression de la pauvreté et des inégalités, et donc ce qui est interrogé, c'est leur contribution pour lutter contre ces inégalités. Vous espérez que le sujet de la fiscalité sera central dans la prochaine campagne présidentielle? Oui, je l'espère. Je l'espère parce que c'est un sujet des conditions de vivre ensemble, de refaire nation, de refaire république. On a bien vu pendant cette crise que nos deux facteurs de réduction des inégalités, ce sont des services publics, même si on peut contribuer à leur amélioration, des services publics qui étaient là malgré tout, et une protection sociale qui a joué son rôle. Et bien donc la question c'est comment on y contribue chacun. Et l'idée c'est pas de faire payer que les plus riches, y compris l'ensemble de la population, doit réfléchir à ce qu'est la contribution individuelle au bien commun. Et donc j'espère que ce sera un débat. J'espère qu'il y aura assez de maturité chez les candidats pour porter ces questions-là. Je pousse le bouchon un petit peu plus loin encore avec cette troisième photo. Quand vous voyez comment l'économie de marché est repartie en flèche ces dernières semaines, ces derniers mois, les places boursières pulvériser leurs records, des entreprises prospérer comme jamais, quand vous voyez finalement ce capitalisme contemporain, contre les excès duquel vous combattez d'ailleurs. Quand vous le voyez rebondir de la sorte, est-ce que vous ne vous dites pas, finalement je me suis trompé, ce capitalisme contemporain est formidablement résilient, première question. Et seconde question, est-ce que vous ne vous dites pas, finalement c'est mort, on ne pourra plus jamais changer de logiciel et on va repartir avec les mêmes outils, les mêmes méthodes qu'avant? Finalement je me dis, ça ne va pas être simple, j'ai jamais cru que ça serait simple. Ça va être difficile, mais il va falloir qu'on se batte encore plus pour imposer une régulation du capitalisme. Et ça passe par quoi? Ça passe par la raison d'être, la façon dont on se définit de nouveaux indicateurs de progrès, et donc y compris au sein des entreprises, j'y reviendrai peut-être pour la société, mais au sein des entreprises, on a intérêt à se fixer des indicateurs qui ne soient pas simplement la rentabilité court terme, ou moyen terme, ou long terme, qui soient aussi une autre raison d'être pour les entreprises, mais ça implique également que dans l'entreprise, deux choses fondamentales s'opèrent, et que la puissance publique facilite ça. Le premier, c'est la partage de la valeur ajoutée, la juste répartition de la richesse créée dans l'entreprise, à travers les rémunérations, mais également d'autres dispositifs. Il faut que les travailleurs, qui sont la deuxième partie constituante de l'entreprise après le capital, soient justement récompensés pour leurs efforts.
le deuxième élément, c'est le partage du pouvoir. Je pense que tant qu'on ne rééquilibrera pas la place des représentants du travail dans les entreprises, on aura ces dérives du capitalisme qui seront possibles. Et donc l'idée pour moi, ce n'est pas de dire que l'entreprise ne doit pas faire de profit. C'est une de ses raisons d'être. Comment le redistribuer ? C'est comment on le redistribue, comment on le mesure sur le long terme et comment on inscrit l'entreprise dans son environnement. Et dans son environnement, il y a au premier chef les travailleurs qui doivent être considérés en tant que tels comme une partie de l'entreprise. Ce qui pose, on y reviendra plus tard, la question de la démocratie sociale et la démocratie en entreprise. Une question d'abord sur la crise. Qu'a-t-elle changé en vous ? Qu'a-t-elle révélé, consolidé, peut-être même bouleversé au fond de vous, à la fois en tant que responsable syndical, mais aussi en tant qu'homme, tout simplement ? En tant que responsable syndical, elle a d'abord montré, je crois, pour tout le monde, une forme de vulnérabilité qui nous était commune, les uns et les autres. Et donc, l'idée pour un responsable syndical, c'est d'avoir toujours un petit temps d'avance ou une petite vision pour essayer de réagir. Vous savez, ce n'est pas facile quand vous avez le confinement qui est déclaré en mars 2020 et qu'il faut tout d'un coup organiser la prise en compte des problématiques pour les salariés, etc. Donc, une forte réactivité, ça a été une grosse intensité de travail et l'idée que ce qui fait sens dans ces moments-là, c'est d'être très solide sur ses valeurs. Autrement, vous avez vite fait d'être ballotté au gré des événements et c'est très dangereux. Donc, il faut être très solide sur ses valeurs. En tant qu'homme, c'est un moment d'inquiétude comme tout le monde, pour les siens, pour sa famille. C'est aussi un moment un peu de cocon. On peut moins voyager. Je suis président de la CES, j'ai pu moins voyager, donc être parfois aussi un peu plus présent. Donc, il y a un petit moment aussi confortable et au sens un peu plus présent. Donc, moi, je l'ai traversé avec, j'aime bien les liens sociaux, le contact, etc., avec un peu de difficulté sur le côté travail et amical. Des relations humaines. Des relations humaines, le lien social, on est des êtres sociaux. Et puis, de l'autre côté, beaucoup d'inquiétude pour les travailleurs et donc un grand sens de responsabilité, je crois. Cette crise, elle est plurielle, elle est protéiforme, elle est sanitaire, économique, sociale, financière, politique, géopolitique. C'est aussi une crise de société, une crise du travail, de la jeunesse, des relations humaines, on vient de l'évoquer, des psychismes aussi. On commence tout juste de sortir de cette crise. Les prochains mois se dessinent devant nous. Comment les appréhendez-vous ? Et notamment, redoutez-vous une sorte de déconfinement des colères, ces colères qui ont été tues, muselées ou qui se sont endormies pendant ces derniers mois ? Que des colères. La rentrée sociale, comment la voyez-vous ? Que des colères s'expriment, si elles existent, c'est légitime. La question, c'est au service de quoi, comme d'habitude. Moi, je crois que ça a bouleversé d'une certaine manière nos vies, nos manières de travailler, nos repères. Donc, il va falloir réapprendre un certain nombre de choses. Ne serait-ce que le retour en entreprise dans les semaines à venir, ça se travaille, ça se cultive, ça se négocie, ça se discute avec les représentants des salariés. Parce que ce n'est pas si simple que ça. Je crois qu'il y a plein de choses qui ne seront pas comme avant. Le rapport au travail, le télétravail, sans doute, il y a un certain nombre de gens qui se sont posés des questions sur leur propre vie, etc. Moi, ce que je redoute, c'est qu'on considère les choses que d'un niveau macroéconomique. Qu'on considère que la reprise va se faire, elle va plutôt être dynamique, mais qu'on ne regarde pas tous ceux qu'on va laisser au bord de la route. Et ça, ce sera facteur de colère. Et si on veut ne pas oublier ces personnes au bord de la route, il va falloir qu'on soit très fin, pas que le gouvernement, les organisations patronales, les organisations syndicales, les collectivités territoriales, très fins pour regarder comment ça va se passer. Mais dites-moi, quand vous voyez la manière dont l'État français, depuis le début de la crise, a soutenu, a accompagné à la fois l'économie, mais aussi la population, vous ne vous dites pas que les Français feraient peut-être bien quand même de reconsidérer leur colère permanente, leur rejet permanent de l'exécutif ? Moi, je considère que sur la question économique et sociale, le job a été fait. On aurait pu obtenir plus, notamment pour les ménages les plus modestes. C'est une des critiques qu'on a formulées, mais le job a été fait par le gouvernement, pas que par le gouvernement. Parce que les organisations syndicales et patronales, toutes les semaines, ont apporté des problématiques, ont essayé de trouver les solutions, etc. Le monde associatif également. Et de la même manière sur la question de la vaccination. Moi, j'étais il y a quelque temps dans un centre de vaccination de la CNAM. Et c'est formidable la façon dont c'est organisé, gratuitement au sens où le citoyen ne paye pas, et où des agents publics et des agents de la CNAM font un travail extraordinaire. Donc moi, j'ai grande conscience de ça. Mais d'abord, encore faut-il le démontrer, faut-il l'expliquer. Et puis, je crois que ça n'enlève pas le sentiment de relégation pour une partie de la population. Je crois qu'il y a une réalité qui est l'ensemble, pour beaucoup de travailleurs, les revenus ont été sauvegardés.
Pour d'autres, ça a été une période d'accroissement des inégalités. Et donc, ce qui est important, c'est que dans cette période de reprise, qui ne va pas être une période normale, mais une période de reprise, il y a beaucoup de dialogue et qu'on regarde un peu finement ce qui va se passer. Nous, on appelle à une opération qui s'appellerait « territoire résilient ». La capacité dans les territoires à regrouper les acteurs de l'État, des collectivités territoriales, du patronat, des associations, des organisations syndicales, puis de regarder c'est quoi les problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui et comment on peut y répondre avec les dispositifs existants. C'est ce qu'on a fait comme proposition au gouvernement. Donc oui, il pourrait y avoir des colères. Les colères, elles ne servent que si elles aboutissent à des solutions, à des propositions. Et donc on est en train, nous, de faire ces propositions. Et je crois pour essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas dans une période d'affrontement stérile, mais de trouver les bonnes ressources, les bonnes énergies pour que demain, il y ait moins de gens sur le bord de la route. Un mot sur le travail qui est presque plus questionné que l'emploi lui-même, les conditions d'exercice du travail, le sens du travail, la reconnaissance aussi du travail et la transformation du travail, puisque nous sommes définitivement entrés dans l'ère du capitalisme numérique et que le télétravail va devenir une norme, mais peut-être même aussi dans certaines entreprises la norme. Est-ce que c'est un défi qui va au-delà du travail lui-même, presque un défi de civilisation ? Oui, parce que le travail, il a été vu parfois soit comme une force à exploiter, soit comme une souffrance. Et ce que nous disent les travailleurs, quand on les rencontre, quand on enquête sur le travail, ce qu'on fait régulièrement, c'est que le travail, c'est aussi du lien social, de l'émancipation individuelle et collective, de l'amélioration de ses compétences individuelles par la compétence collective. C'est des lieux de coopération. Et donc, le fait que le travail puisse se déliter de certaine manière en présentiel, dans le contact humain, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi pour les travailleurs eux-mêmes. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas aller vers du 100% télétravail. Je pense qu'il faut garder du lien social, de la relation. Et je pense qu'il faut que ce soit sur la base du volontariat. On n'est pas tous égaux face au recours au télétravail. Et ça va interroger le syndicalisme. Parce qu'on va avoir à gérer des situations collectives dans les lieux de travail, mais aussi beaucoup de situations individuelles liées à ces exercices, par exemple, du télétravail du fait que le numérique surgisse dans l'activité professionnelle. Donc, le première des préoccupations pour nous, je vais vous dire, c'est d'être en contact avec les travailleurs. Pendant cette période, on n'a pas eu accès, sauf les entreprises qui l'autorisaient, pas eu accès aux boîtes mail professionnelles des salariés. Quand ils n'étaient pas sur site, pour les représentants des salariés, ça a été un effort surhumain pour faire vivre du collectif, pour faire vivre des revendications et résoudre les problèmes. Donc ça va poser des questions. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on considère que la reprise en télétravail qui serait souhaitée, etc., va mettre de côté la question du travail. Je vais vous dire, moi, mon engagement syndical, c'est sur la question du travail, qui est le cœur du métier du syndicalisme. On a trop souvent considéré que ça passait après l'emploi, après d'autres éléments. La façon dont chacun vit son travail intimement, collectivement avec ses collègues, c'est le matériau de base du syndicalisme. Et donc là, ça va évoluer, il va falloir qu'on s'adapte. Parce que vous êtes le premier à dire que le syndicalisme est mortel. Quand on voit la manière dont l'organisation du travail est en train de se transformer, et de manière extrêmement brutale, comme vous venez de le décrire, notamment la manière dont les communautés de travail sont isolées les unes des autres, vous ne vous dites pas que là, le défi pour le syndicalisme est absolument considérable et que finalement, le syndicalisme n'a jamais été aussi mortel qu'aujourd'hui et que demain? Moi, je me dis, il n'a jamais été aussi utile, puisque c'est son cœur de métier, le travail. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un sujet qui n'est pas négocié dans l'entreprise en général, c'est l'organisation du travail. Et nous, moi, je suis persuadé que si on veut partager beaucoup plus de responsabilités dans l'entreprise, il faut que l'organisation du travail soit un vrai sujet de négociation dans l'entreprise. Parce que comme ça, on aura un levier pour agir sur le concret et le quotidien des travailleurs dans leur travail. Donc le syndicalisme, il est mortel, je le dis et je le crois encore. Mais c'est avoir cette conscience-là qu'il faut savoir évoluer, qui nous permet d'évoluer et aujourd'hui d'être la première force syndicale avec 610 000 adhérents et la confiance des travailleurs du privé comme du public d'ailleurs. Donc il va falloir bouger, c'est une évidence, mais c'est une aspiration, on parlait de François Chérec tout à l'heure, c'est une aspiration, une volonté que la CFDT a depuis les années 2010. On avait fait un grand plan d'évolution de l'organisation, ce qui nous amène là aujourd'hui où on est. Il faut aller plus loin en termes de services, en termes de réponses individualisées, mais aussi de prise en compte des collectifs de travail qui vont être beaucoup plus disparates que ça ne l'a été précédemment. Donc oui, c'est un défi pour cette crise, mais on n'aura jamais eu autant besoin durant cette crise et autant besoin à venir du syndicalisme parce que le travail va être très interrogé. Vous êtes un acteur du débat public.
Le débat public, vous le concevez autour de la notion de compromis, de dialogue, d'écoute de l'autre. Ça nécessite donc le respect de certaines règles. Dans le débat public aujourd'hui, on voit quoi? On voit un débat hystérisé, pollué par le complotisme et même décivilisé. Comment pensez-vous que l'on peut construire justement un enjeu commun au sein d'un débat public qui est à ce point-là gangréné? D'abord, il y a des questions de comportement individuel. Les responsables publics, qu'ils soient syndicalistes, politiques, etc., ils ne doivent pas jouer sur les ressentiments et sur la tactique de débat, etc. Ils doivent poser les enjeux. Et ils doivent intégrer une chose que vous avez évoquée tout à l'heure à juste titre, c'est la complexité. L'appréhension d'une complexité dans les questions à résoudre, c'est ça qui permet d'avancer et de se dire que peut-être individuellement, je n'ai pas la solution à moi tout seul et que c'est dans la confrontation avec d'autres que je peux la trouver. Donc il y a une espèce d'éthique. L'éthique de comportement dans le débat public. C'est extrêmement important. Dire la vérité, ne pas faire des coups qui peuvent être des coups de 24 heures, mais qui vont coûter très très cher ensuite dans la maturité du débat public. Être constant, ne pas disqualifier son interlocuteur, ne pas considérer que le débat public se passe en 180 signes ou 240, etc. Donc voilà, ça c'est le comportement qui est extrêmement important. Le deuxième élément, c'est de se fixer qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et on manque dans notre société d'indicateurs sur ce qu'on veut faire ensemble. On sait que la croissance économique est un des objectifs avec le PIB. Mais ça ne peut pas être le seul objectif qu'on se fixe. Il faut s'en fixer que d'autres. Il faut se fixer des objectifs en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de biodiversité, de culture. Voilà. Et donc ça, ce serait la point de départ en disant, ben voilà, ce serait ça, une république apaisée d'une certaine manière, juste, une république sociale, ce serait un peu ces éléments-là, une république écologique. Et pour cela, ben on a besoin de responsables politiques, syndicaux, patronaux, qui assument de prendre en compte que ce n'est pas si simple que ça. Moi, je vais vous dire, on en parlera peut-être, je n'ai pas d'adversaire. Au sens, enfin, je n'ai pas d'ennemis. J'ai parfois des adversaires sollicités, mais je n'ai pas d'ennemis, c'est ça que je voulais dire. Je n'ai pas d'ennemis, à part le Rassemblement national et l'extrême droite, parce que là, c'est des questions de valeurs. Pour les autres, on a des différences. Eh bien, c'est dans la confrontation de ces intérêts contradictoires, ces visions contradictoires qu'on fait émerger la solution. C'est ça, la démocratie. Si on renonce à ça, on va tomber dans des régimes non démocratiques. Une question, j'appuie sur ce sujet du débat public. La lutte contre les discriminations fait partie des grandes causes syndicales. Et cette lutte, on le voit aujourd'hui, est prisonnière d'un phénomène qu'on dénomme woke. En d'autres termes, il s'agit de valoriser chaque minorité pour lutter contre les discriminations. Et c'est devenu le tropisme à partir duquel la liberté de parole, celle de contester ou même de penser autrement, sont presque impossibles. Comment lutter efficacement contre les discriminations sans que cette lutte ne confisque la liberté d'opinion et la salubrité du débat? Et vous évoquez les réseaux sociaux, on voit combien aujourd'hui il est quasiment impossible de poser un débat de fond. Je crois qu'il faut d'abord, là aussi, avoir des repères. Moi, mon repère, c'est l'universalisme. C'est le droit inaliénable, qui qu'on soit, d'être respecté dans son identité, dans ce qu'on est, et de pouvoir accéder à l'emploi, au travail, au logement, etc. Ce phénomène-là, c'est un phénomène qui naît de discrimination extrêmement intense, qui donne le sentiment que ce serait simplement en cultivant la singularité, une singularité d'une personne. Je vous rappelle qu'on n'est pas singulier au singulier, d'une certaine manière, on est singulier au pluriel. On a des identités un peu multiples qui viennent de différents horizons, y compris individuellement. Et donc c'est en cultivant l'entièreté de la personne qu'on lutte contre les discriminations et pas simplement en appuyant sur une singularité particulière. Et donc ça, c'est un vrai combat qu'il faut mener. Et il ne faut pas s'enfermer dans des affrontements d'identité meurtrière, pour reprendre un titre d'un essai d'Amin Malouf. Il faut au contraire faire cohabiter ces différentes identités en ayant des objectifs de lutte contre la discrimination beaucoup plus puissants qu'on ne les a aujourd'hui. Parce que, par ailleurs, on peut comprendre que des personnes puissent être amenées à se radicaliser dans le débat public et dans les postures, et je ne fais pas partie de ceux qui trouvent que c'est une bonne nouvelle, mais parce que les discriminations qu'ils subissent sont trop lourdes et ne trouvent pas de réponse dans la société. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas s'enfermer dans le débat, dans cette radicalité, mais qu'il faut trouver les vraies réponses sur du droit universel,
qui qu'on soit, en fait, quelle que soit sa couleur de peau, son identité, ses orientations sexuelles, etc. Le débat public pose la question de la démocratie, du fonctionnement de la démocratie. La démocratie convoque elle-même l'organisation politique, la gouvernance des entreprises, on l'a évoqué tout à l'heure, et puis la voix qu'on accorde à la société civile. Ces derniers mois, diriez-vous que la démocratie de ces derniers mois, diriez-vous qu'elle sort renforcée ou qu'elle sort affaiblie ? Je crois que à partir du moment où la puissance publique a été au rendez-vous, ça donne confiance quand même dans les institutions publiques. Et ce n'est pas un jugement de valeur sur ce qu'a fait le gouvernement ou pas. Et encore une fois, sur la question économique sociale, il a été présent. Je pense que sur la démocratie sociale, on a été très convoqués à dire notre opinion, à dire nos points de vue, et ça a permis des avancées. Il y a un certain nombre de traitements des problèmes sociaux qui ont été faits sur des personnes qui n'avaient pas le droit au chômage partiel, des personnes qui allaient perdre des revenus, etc., parce qu'on a pu être écoutés, qu'on a pu régler. Ce qui manque aujourd'hui, pour dire les choses très franchement, c'est d'abord que la démocratie politique, je crois qu'elle sera affaiblie, parce qu'il faudrait taper quoi qu'il en coûte sur son adversaire. Et ça affaiblit le débat public. La démocratie sociale, il y a un échelon qui manque. C'est de faire confiance à de la co-construction. Alors nous, on est capable de le faire avec le patronat. On a signé 2 accords pendant cette période sur des questions extrêmement importantes, la santé au travail et le télétravail. On continue de débattre sur la formation professionnelle, sur les compétences et d'essayer d'aboutir à des compromis également. Mais avec le gouvernement, on est écouté, il y a des réponses qui sont apportées, mais il n'y a pas le dernier échelon, si vous voulez, c'est on co-construit. Pour montrer, ça montrerait une société un peu plus apaisée. C'est le signe d'une déconsidération ou d'un manque de considération des corps intermédiaires, au sens large du terme, pas seulement des syndicats d'ailleurs, mais de l'ensemble. Oui, je crois, parce qu'on pourrait dire la même chose des collectivités territoriales. Et quand on discute avec les acteurs territoriaux, départements, régions, collectivités locales, mairies, ils ont un peu le même sentiment, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours associés à l'élaboration de la décision et en tout cas à sa mise en œuvre. C'est un peu trop vertical, encore une fois, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'écoute, mais ce qui veut dire qu'on ne co-construit pas suffisamment les politiques publiques. Et le co-construire, ça sert à quoi ? Ça sert à les faire vivre concrètement sur le terrain. L'État n'a pas suffisamment de bras, lui tout seul, pour faire tout. Et puis ça sert aussi à montrer que les choses avancent. On disait tout à l'heure qu'on est dans un pays qui parfois a le sentiment que tout va mal. Non, tout ne va pas mal. Il y a un certain nombre de choses très positives qui se font et parfois qui sont initiées par le gouvernement, par les organisations syndicales, par les collectivités territoriales. Mais si on veut le mettre en avant, il faut que tout le monde participe d'un même mouvement et qu'il n'y ait pas une tentation d'un peu de dire, vous voyez, on a bien réagi, nous, parce que c'est nous qui faisons ça. Non, souvent, ça vient d'ailleurs. J'aimerais maintenant qu'on passe à une nouvelle séquence. On va diffuser la couverture de 3 livres qui vous ont mobilisé. D'abord, en 2016, vous publiez avec Pascal Canfin « Réinventer le progrès » aux éditions Les Petits Matins. Nous sommes au crépuscule, il faut l'espérer, de la crise de Covid-19. À partir de tout ce qui s'est passé au plan scientifique, médical, médiatique, politique, mais aussi social, diriez-vous du progrès qu'il a progressé ou au contraire qu'il a régressé, qu'il a reculé ? D'abord, ce livre, qui était aussi fait en collaboration avec Philippe Frémaux, qui malheureusement est décédé l'été dernier et qui était un ami, il était quand même un peu précurseur, parce qu'il disait on ne fera pas l'écologie sans le social, et vice-versa. Moi, je dis que le progrès, il est devant nous. Vous ne pouvez pas être leader syndical, engagé depuis des années et des années comme je le suis, et considérer que tout serait foutu. Parce qu'autrement, il faut faire autre chose. Il faut aller se réfugier. Moi, je ne crois pas ça. Je crois que le progrès est possible. Mais vous savez, ce qui m'anime aujourd'hui, et ce qui m'a animé depuis le début dans mon engagement syndical, c'était que le social n'était pas le sous-produit de l'économie. Maintenant, on a un triptyque un peu différent. Le social n'est pas le sous-produit de l'économique, mais le social ne peut pas être le sous-produit de l'écologie. Mais l'écologie ne peut pas être le sous-produit du social. En fait, tout ça va concorder, doit concorder. Et ce livre, c'était ça, en fait. C'était l'idée qu'il y avait un progrès possible. Et ce progrès, il existe. Regardez au niveau européen avec le Green Deal. Des choses progressent. Le socle européen des droits sociaux, dont le plan d'action a été adopté à Porto, il y a des choses qui progressent trop lentement. Bien sûr que c'est toujours trop lent. Mais encore une fois, quand on est un acteur engagé, on regarde ce qui avance et surtout on regarde ce qui reste à faire. Et moi, je crois encore au progrès. Si j'y croyais plus, je ne serais pas là. Vous publiez en 2019 au Cherche Midi « Syndiquez-vous ». Alors imaginons que je sois salarié, plutôt content, plutôt satisfait d'une entreprise qui est plutôt en forme et plutôt correcte dans sa gestion des relations sociales, des relations humaines. C'est le cas d'une majorité de salariés. Pour quelles raisons
Devrais-je me syndiquer? D'abord, c'est le cas d'une majorité de salariés, parce que le syndicalisme a bien fait son travail jusque-là. Il faut le dire quand même, en termes de couverture sociale, en termes de protection collective et protection individuelle. Je crois que c'est important. Si ce modèle social, il n'est pas né de la pluie. Cela a été un engagement syndical, souvent par la voie du compromis, puis aussi des luttes sociales qui ont jalonné notre histoire. Je dirais tout simplement, moi je me suis engagé syndicalement dans mon entreprise, une entreprise d'insertion par l'activité économique. Je n'avais aucun problème. J'avais pas de problème avec, et je le dis d'ailleurs dans ce livre Syndiquez-vous que j'ai fait avec Claude Sérillon, j'avais pas de problème de droit, ni de reconnaissance, ni de respect. Mais un jour, je me rappelle avoir été voir mon directeur en disant on a le droit d'organiser des élections de délégués du personnel. On était 9. On avait le droit parce que la convention collective le permettait. Il m'a dit mais pourquoi? Je dis parce qu'il y a un certain nombre de points, il faut qu'on le discute dans un cadre établi. Ce cadre établi, c'est les réunions de délégués du personnel. Ça nous a fait beaucoup progresser. Beaucoup progressé. C'est-à-dire que je dirais simplement à ces salariés, d'abord regardez ce que le syndicalisme a permis, et puis deuxièmement, vous avez votre place à prendre. Et si vous venez à la CFDT, vous pouvez agir sur votre travail, vous pouvez agir sur l'emploi, vous pouvez agir sur la question des inégalités, des discriminations, de l'écologie. On est en train de créer des passerelles vertes dans les entreprises, dans nos sections syndicales, dans les entreprises. On peut agir sur la question de l'international, on a un espace de coopération. Voilà, vous avez le syndicalisme, c'est un formidable école d'engagement, mais aussi de participation à quelque chose de collectif. Et vous n'êtes pas obligé d'être dans la mouise, d'avoir des problèmes pour y venir. Au contraire, venez-y et vous y apporterez votre pierre. Au sein de la CFDT, c'est votre identité, votre singularité. Vos singularités seront prises en compte pour agir demain. S'il y a un sujet auquel le chanteur Jean Ferrat était sensible, c'était le syndicalisme. Ensemble, nous avons, vous et moi, écrit 2 livres aux éditions de l'Aube, Au boulot, manifeste pour le travail, c'est en 2018. Et donc en 2020, également avec Cédric Villani et Étienne Klein, nous avons publié un hommage à Jean Ferrat titré « C'est beau la vie ». La poésie, celle que Ferrat a chantée, celle qu'Aragon a écrite, comment fait-elle écho à votre engagement ? Je le dis dans ce très beau livre, dont je suis très fier, même s'il est un peu décalé par rapport à mon activité quotidienne. Je le dis, on a besoin de rêver dans la vie, on a besoin d'être transporté, on a besoin d'avoir des mots pour exprimer les choses, et pas simplement dans nos activités professionnelles, dans nos vies. Et la poésie, elle fait partie de ce qui transporte, en tout cas moi, de ce qui me permet, et surtout quand elle est chantée, et merveilleusement chantée par Jean Ferrat, elle permet d'avoir ce moment de recul, d'apaisement, de projection, de réfléchir aux choses de la vie, pour dire quelque chose d'assez banal, mais qui dit quelque chose quand même. Et donc, moi, j'ai besoin souvent de la poésie chantée. Jean Ferrat, chacun le sait, fait partie de ses ressources, de ses énergies transmises. Il y en a d'autres, des plus récents, comme Yves Jamais, par exemple. Enfin, voilà, je pense qu'on a besoin de cette poésie, on a besoin d'être transporté dans la vie, on a besoin de rêver, on a besoin d'apaisement et de sérénité, et je pense que la poésie apporte ça. Alors avant d'arriver à la dernière partie de notre dialogue, on parlera d'écologie, on parlera d'environnement, on parlera aussi de politique. Nous allons écouter la question que vous pose Éric Gérard. Éric Gérard est directeur général adjoint du groupe de protection sociale Agrica, et sa question convoque un sujet qui est vraiment central, qui est le paritarisme. On l'écoute. Monsieur Berger, bonjour. Éric Gérard, directeur général adjoint d'Agrica, de protection sociale dédiée aux entreprises et aux salariés du monde agricole et agroalimentaire. Un secteur dont on a mesuré l'importance ces derniers mois et que nous avons bien sûr accompagné et soutenu pendant cette période. Ma question renvoie à la responsabilité collective que nous portons pour façonner l'avenir immédiat. En effet, la crise que nous traversons depuis plus d'1 an maintenant a mis en évidence les fragilités de notre société, tant sur le plan économique, social qu'humain, tout en appelant d'ailleurs à la résilience de nos modèles. Pour autant, elle se révèle un formidable accélérateur de transformation de nos modes de vie, de nos modes de travail, de nos modes d'éducation, de formation ou encore de la protection sociale. Dans ce contexte, quelle peut être, quelle doit être, selon vous, la contribution ou le rôle du paritarisme dans la construction et la mise en œuvre de ces changements? Le paritarisme, c'est lorsque les organisations syndicales, les organisations patronales construisent ensemble. Ils construisent quoi? Ils construisent 2 éléments. Ils construisent du droit, de la norme, de la règle, pour définir ce que devraient être les règles des retraites complémentaires,
ce qui était auparavant le cas des règles de l'assurance chômage. Dans les organismes de protection sociale, ce que sont les règles de prise en compte, de prise en charge des différentes problématiques pour les salariés. Et puis le paritarisme, c'est aussi un paritarisme de gestion. On gère un certain nombre d'organismes, soit interprofessionnels, soit des groupes de protection sociale ensemble. Et moi, je crois que... Pourquoi c'est important le paritarisme ? Parce que ça fait écho à ce qu'est la complexité justement du monde du travail et des intérêts des uns et des autres. Et la recherche au nom d'un but commun, verser des retraites, verser des indemnisations chômage, verser des prestations sociales, eh bien, au nom d'un but commun, construisent des solutions. Ça n'a de sens que si on a les deux éléments. Il faut bien le comprendre. Si on n'a que l'élément gestion, ce n'est pas très intéressant. Ça peut être fait par d'autres potentiellement. Si on a l'élément construction du droit, c'est fondamental pour moi. Et donc, pour moi, le paritarisme, c'est finalement la reconnaissance de la complexité des intérêts dans une société et dans le monde du travail en particulier. Donc il faut qu'on le renforce. Mais il ne faut pas qu'on le renforce en ayant une vision défensive. Je veux garder mes prérogatives, tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'on le renforce au service des entreprises et des travailleurs. Et donc, il faut qu'on garde cette capacité de construction et d'innovation qui a été la marque de fabrique du paritarisme. Et ensuite, il faut qu'on soit en capacité, lorsque on n'est pas les seuls à intervenir sur un champ, de construire du tripartisme, ce qu'on ne sait pas faire dans notre pays, du tripartisme avec la puissance publique. Tout à l'heure, j'évoquais à différents moments les rendez-vous manqués pendant la période de crise, depuis le début de la crise en février 2020. Ce que sont devenues la Convention pour le climat, la Convention citoyenne pour le climat, ce que devient la loi climat et résilience, n'en est-il pas, selon vous, la démonstration ? La Convention citoyenne sur le climat, c'était une bonne idée, qui n'était pas facile à accepter, à mettre en œuvre, et à accepter pour certains corps intermédiaires, parce qu'il y a un sentiment qu'ils pouvaient faire eux-mêmes. Moi, je pense que c'est bien qu'on convoque parfois des citoyens pour construire. Pardonnez-moi, Laurent, je fais une parenthèse. La démocratie directe, c'est le cas justement, c'est l'objet même de cette Convention citoyenne. Quelque part, si elle se généralise, elle retire aux corps intermédiaires comme le syndicat, justement, non, elle complète. Leur prérogative. Je crois vraiment qu'elle complète. Et je vais l'illustrer. La Convention citoyenne pour le climat, elle a donc fait un certain nombre de propositions. Ça a été une vraie école d'émancipation individuelle et collective pour les participants. Moi, j'y suis intervenu. C'était vraiment assez impressionnant et assez riche. Donc, je crois que c'est une bonne démarche. Il y a eu un problème de base. On leur a dit, tout ce que vous allez dire, on va le reprendre. On ne peut pas prendre les gens à témoin comme ça et pas le faire. Et ça, est-ce que ça veut dire pour autant que ça n'a rien produit ? Ben non. Ça a produit un certain nombre d'éléments extrêmement importants, dont certains sont pris en compte dans la loi climat résilience, insuffisamment pris en compte, mais sont pris en compte. Donc c'est vraiment l'objet de ce qu'on disait sur le débat public. C'est-à-dire qu'en gros, tout ça, ça ne servait à rien. Non, ce serait une vision totalement archaïque et fausse, et mensongère de dire les choses. Est-ce que ça a été, mais est-ce qu'on l'a suffisamment construit dans une progression et dans une reconnaissance des différents acteurs? Non, ils ont eu le sentiment d'être trahis. C'est bien le signe. Il y a eu des renoncements importants quand même par rapport aux engagements initiaux. Il y a des renoncements importants, et puis il a manqué une chose. On parlait il y a la démocratie politique, puis il y a la démocratie participative. Mais il a manqué à un moment donné une confrontation aussi avec les intérêts qui traversent le monde du travail et la société. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Je pense qu'une des propositions qui était de mettre fin au vol en avion lorsqu'il y avait un TGV à 2h ou 2h30, ça a des conséquences sociales très fortes. Ce n'est pas seulement les citoyens de la Convention citoyenne qui vont aller gérer ça avec les salariés concernés, qui vont gérer les transitions professionnelles, les repositionnements professionnels, l'accompagnement des travailleurs concernés. C'est aussi les organisations syndicales, les organisations patronales également, qui vont devoir gérer. Donc il aurait fallu à un moment donné, discuter de ça. Et puis, encore une fois, il faut aller beaucoup plus loin sur la transition écologique. La loi climat-résilience, elle met des choses en œuvre qui sont intéressantes, mais ça manque encore de souffle. Et pour ça, c'est aussi au niveau européen qu'il faut aller chercher. Quelle mesure auriez-vous aimé voir inscrite justement dans la loi et qui n'y sera pas? Moi, je crois, et c'est une conviction que je partage avec d'autres, c'est que toute la transition écologique qu'il va falloir opérer, elle va nécessiter beaucoup de négociations, beaucoup de confrontations
des peurs, des intérêts contradictoires. Et dans l'entreprise, il y a une petite avancée dans la loi climat-résilience, c'est qui est que la transition écologique va être un objet de discussion dans les CSE, les comités socio-économiques. Les conseils socio-économiques. La difficulté, c'est qu'il faudrait presque en faire un objet de négociation. C'est-à-dire on s'inscrit dans une logique de transition écologique, de transformation de notre modèle productif dans une entreprise, eh bien on passe par une négociation pour voir ce que vont être les... Et c'est pareil dans la société, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes est une illustration. C'est à vouloir faire une opération qui était plutôt une bonne chose avec la taxe carbone sur l'enjeu climatique, on en oublie l'enjeu social parce qu'on ne l'a pas confronté à une réalité. Alors, justement, et donc c'est ça qui manque en méthode. Et puis après, il faut davantage d'investissements financiers sur la transition écologique. C'est-à-dire qu'il faut, mais c'est aussi l'objet du plan de relance qui est en œuvre, il faut que l'objectif de transformation de notre modèle productif soit très accompagné en termes d'investissement. L'enjeu de la transition écologique, vous dites vous-même, hein, donc elle exige de la concertation, du dialogue, de la coopération, de l'entente, du compromis. Depuis un an, un certain nombre de grandes villes françaises sont aux mains d'élus écologistes. Beaucoup a été dit sur des sorties verbales, aussi sur des gouvernances de ces mairies. On parle de sectarisme, on parle de Khmer vert, on parle d'emploi des mots très forts. On a l'impression qu'il est presque impossible de faire de l'écologie un sujet de compromis. Mais si, c'est possible. Après, on commande toujours l'écume des choses. C'est un peu le problème du débat. Je sors de l'écume quand même. Je sors justement des anecdotes, des déclarations. Je pense, moi, je ne vais pas. De gouvernance interne quand même dans certaines de ces méthodes. Oui, mais ça veut dire ça veut dire que, vous savez, quand un syndicaliste il considère que le seul truc qui compte, c'est le salaire du salarié et ses conditions de travail, et il considère que la bonne marge de l'entreprise et sa bonne marche économique est un sujet subalterne qui n'a pas d'intérêt, c'est un peu un Khmer social. Vous voyez ce que je veux dire? Quand un chef d'entreprise considère qu'un point de vue, que la seule truc qui l'intéresse, c'est de faire du fric à court terme dans l'entreprise, et tout le reste, c'est un Khmer économique. Quand on considère que l'écologie doit être traitée en propre, sans se préoccuper de l'enjeu économique, de l'enjeu social, mais aussi de l'enjeu démocratique, ben voilà, on est un Khmer écologique. Mais pardonnez-moi, Laurent. Moi, oui. Je ne suis pas aussi caricatural que ça, vous voyez. Je pense que les collectivités territoriales ont beaucoup à faire, et beaucoup l'ont prouvé, beaucoup à faire sur la transition écologique. Beaucoup de choses dans ce qui sont les modalités du vivre quotidien, au quotidien, ont été faites dans les municipalités. Franchement, de droite comme de gauche. Mais vous qui avez une vision européenne des choses, en étant à la tête de la Confédération européenne des syndicats, vous voyez quand même depuis ces nombreuses années les Verts allemands participer à des coalitions aussi bien avec la CDU, le SPD, même Die Linke. On est en France extrêmement loin quand même. Parce qu'une partie des écologistes en France, comme une partie de la gauche, comme sans doute une partie d'autres, n'a pas considéré, n'a pas pensé l'économie de marché. C'est-à-dire qu'il n'a pas rompu avec l'idée qu'à un moment donné, le fait économique est quelque chose d'important et qu'il faut le traiter en tant que tel. Et donc, les Verts allemands, ils ont cette particularité, c'est qu'ils sont très écologistes sur le fond, mais ils ont aussi une intégration. Des questions économiques, il va falloir les aider un peu à intégrer la question sociale. Ils ne l'ont pas forcément. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont parfois moins dogmatiques. Et le dogmatisme, quand c'est poussé à l'extrême, ça ne fait pas une politique globale. Personne aujourd'hui n'arrive à trouver la solution, la martingale, pour concilier impératif économique et impératif social tourné vers l'impératif écologique. C'est pourtant ce que l'ORN, justement, le pacte pour le pouvoir de vivre, que vous avez co-initié en 2019 avec une cinquantaine d'ONG, d'associations et avec Nicolas Hulot. Pourquoi, en quelques mots, ce que vous avez écrit au sein de ce pacte pourrait constituer justement un éclairage, une solution vers cette réconciliation des trois items? Aujourd'hui, c'est 65 organisations, ce qui représente des millions de citoyens. On va faire des propositions très concrètes à la rentrée. On va en faire aussi en juin sur, par exemple, la transformation du modèle automobile, à la fois d'un point de vue écologique et d'un point de vue social, avec la Fondation Nicolas Hulot. C'est l'idée qu'on n'est pas dans une guerre fratricide dans ces trois items, écologique, social et économique. On est dans la capacité à les faire coexister, mais en se fixant une
une base. La base, c'est que tout ça, ça doit être au service des femmes et des hommes. L'écologie, c'est aussi une question au service des femmes et des hommes. Et donc, ça doit se faire par l'objet de la confrontation et des compromis. Et il n'y aura pas de gagnant qui serait on a réglé la question écologique et on a oublié la question sociale. Ou il n'y a pas eu de gagnant. La question économique, on voit bien, on est rattrapé par les inégalités que la question économique crée parfois. Et donc, l'idée, c'est ce pacte, ce sont ces propositions qui pourraient être un vrai projet global, et qui n'intègre pas une quatrième dimension qui est fondamentale, qui est la dimension démocratique, et le risque démocratique qui est le nôtre. Et donc, le compromis, c'est l'avenir démocratique de ce pays et de l'Europe, et c'est l'avenir pour faire vivre ces trois dimensions économiques, sociales et écologiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, un sujet vous tient à cœur, c'est l'Europe. L'Europe, on peut en retenir par exemple le plan de relance de 750 milliards d'euros, largement tourné vers les transitions écologiques et numériques, c'est le verre à moitié plein. On peut aussi retenir le verre à moitié vide, une gouvernance cacophonique, une bureaucratie dévorante, une démocratie faible, vous employez vous-même cette terminologie, l'incapacité de juguler des régimes illibéraux comme ceux de Hongrie ou de Pologne, et j'en passe. Il y a quelques semaines, il y a donc le sommet social de Porto, là aussi vous l'avez évoqué, mais objectivement, qu'en a-t-on retenu? Pas grand-chose. Est-ce qu'on l'a médiatisé? Pas du tout. Comme si le sujet du social était relégué, comme si on était incapable de s'en servir pour construire l'Europe. Oui, est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas sur le fait que le social au niveau européen imprègne peu le débat public et le débat médiatique, que l'Europe, quand elle fait des choses bien, l'imprègne peu aussi. En fait, si on est européen, je suis profondément européen, il faut être un Européen critique. Et être européen critique, ça veut dire depuis un an, le plan d'urgence pour aider le revenu des ménages et l'économie au niveau européen, le plan de relance, le Green Deal qui est confirmé pour la transition écologique. À Porto, le plan d'action pour le socle européen de droits sociaux, avec demain, j'espère, une directive sur les salaires minimums. Demain, c'est possible ça? Oui, bien sûr que c'est possible. Bien sûr, en tout cas, il faut se battre pour ça. Pardonnez-moi, l'enjeu des souverainetés nationales est tel, comment peut-on créer une... Ça, c'est donc, il faut, demain, tout ça c'est possible. Mais c'est clair qu'il faut revoir la gouvernance de l'Europe. Et donc, la conférence sur l'avenir de l'Europe qui a été lancée, il va falloir qu'on s'y imprègne, qu'on s'y implique tous comme citoyens et comme organisation, et c'est ce que fait la CFDT très fortement. La règle de l'unanimité pose un problème. La gouvernance, parfois bureaucratique de l'Union européenne, pose un problème. On peut aussi le retrouver au niveau national, cette gouvernance bureaucratique parfois. Et donc, si on est un Européen convaincu, ce que je suis, il faut qu'on intègre à la fois ce que doit faire l'Europe et la façon dont elle doit fonctionner. On n'a jamais eu un environnement aussi propice pour le faire. Clairement, on a tous ces chantiers-là qui sont ouverts et le chantier sur l'avenir de l'Europe. Et il y a une présidence française qui arrive au 1er janvier 2022. Donc, mon engagement en tant que secrétaire général. Qui va se télescoper avec la présidentielle quand même, ça va être compliqué. Oui, et c'est pour ça qu'il faut la préparer maintenant. C'est pour ça que nous, on propose qu'il y ait un droit individuel à la formation sur la question sociale, qu'on active la directive sur les salaires minimums si jamais les Slovènes ne le faisaient pas, ce qui est assez probable malheureusement, qu'on aille beaucoup plus loin sur la transparence des salaires entre les femmes et les hommes pour lutter contre les inégalités, qu'on ait des choses sur le devoir de vigilance des entreprises au niveau européen, ce qui existe au niveau national. Vous voyez, il y a tout un tas de sujets sur lesquels il faut se battre. Mais c'est vrai que c'est plus lent, trop lent, et que si on veut lutter contre cette lenteur, réfléchir à la gouvernance économique, à la gouvernance sociale, à la gouvernance politique de l'Europe est absolument nécessaire. Mais là aussi, le chantier est ouvert. Mais ça veut bien dire que l'architecture démocratique de l'Europe n'est pas adaptée aux enjeux sociaux. Ça veut dire que l'Europe s'est construite sur un marché unique et que la dimension sociale est quelque chose qui existe, mais qui n'a pas été pensée en termes de gouvernance. Pour conclure, on va aborder un sujet clé. C'est justement la lutte. On l'a évoqué tout à l'heure, vous l'avez évoqué vous-même, la lutte que vous menez toujours au nom de la responsabilité sociétale aussi de votre syndicat et de l'universalité des causes. Cette lutte, c'est celle contre les thèses du Rassemblement national. Que répondez-vous d'abord aux adhérents de la CFDT qui sont aussi sympathisants RN et qui estiment que vous vous trompez de combat et qu'un syndicat n'a pas à mener de lutte partisane? D'abord, je tiens à le dire, il y en a sans doute nécessairement partout. Ils sont assez minoritaires, puisque ce combat chez nous est quelque chose d'assez fort et identitaire. Je leur dis tout simplement que la colère, elle est légitime, que le sentiment de relégation peut exister parce qu'il est réel pour nombre de travailleurs et de citoyens, que le Rassemblement national est une impasse.
elle est une impasse, le Rassemblement national, il est d'abord une impasse sur les valeurs. Ça ne suffit pas à le combattre, mais il faut le redire sans cesse. Ces valeurs de ségrégation, enfin ces réflexes de ségrégation, de rejet de l'autre, d'enfermement, sur les préoccupations seulement individuelles, etc. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, c'est que le Rassemblement national est une impasse économique. Sa vision ultra-protectionniste, sa vision d'une société où le syndicalisme n'a pas vraiment sa place, si ce n'est le syndicalisme vassal de ce parti, etc. C'est quelque chose de très puissant. C'est un parti anti-syndical et donc anti-travailleur. Ce parti, il est dangereux socialement. Il ne suffit pas de faire des promesses inatteignables. Il n'est pas en capacité de répondre aux préoccupations sociales. D'abord, il s'en moque. Soyons clairs, il s'en moque. Et donc, moi je le dis simplement, ce n'est pas un parti comme les autres. Il est sur la scène démocratique, il faut faire avec. Il a le droit d'expression, il faut faire avec. Mais notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'il n'accède pas au pouvoir. Mais ça implique un comportement des électeurs et que les organisations de la société civile soient claires sur le sujet. Ça implique un comportement des politiques qui ne placent pas le débat systématiquement sur le terrain qui arrange le Rassemblement national, ce qui est un peu le cas aujourd'hui malheureusement. On va y venir. Vous parliez de valeurs. Les adhérents CFDT, sympathisants RN, sont-ils à vos yeux d'égale valeur syndicale ? Mais oui, ils sont d'égale valeur, ils ont autant d'importance. D'abord, ils sont très peu nombreux, on ne les a pas identifiés, ce n'est pas un courant chez nous, c'est pas... Voilà, et lorsque des gens s'engagent au Rassemblement national et qui sont responsables ou militants CFDT, on les exclut, parce qu'on pense vraiment qu'il ne faut pas que les digues sautent, et c'est ce qui se passe dans certaines organisations malheureusement. Mais les adhérents CFDT qui seraient tentés, qui sont tentés, qui l'ont fait, de voter Rassemblement national, l'idée, il n'est pas de les pointer du doigt. L'idée, il est de leur dire, il y a une autre option qui est possible. Cette autre option, c'est des propositions sur ce qui vous touche aujourd'hui dans vos vies très concrètes. La CFDT n'est pas avare, sait les construire, sait a un corpus de propositions très important. Et l'autre option, c'est le choix de la fraternité, c'est le choix des valeurs de la République, c'est le choix de l'ouverture aux autres. Et donc, ce n'est pas le choix du Rassemblement national. L'entreprise, malgré elle, bien sûr, peut être un terreau de diffusion des thèses du Rassemblement national, quand son organisation du travail, son dialogue social, ses relations humaines sont mauvaises, quand les difficultés exogènes, on pense bien sûr à la désindustrialisation, sont trop aiguës, quand elles sécrètent aussi de la frustration, des désillusions, des peurs. A contrario, à quelles conditions donc l'entreprise peut-elle être un antidote à cette diffusion des thèses frontistes ? Lorsqu'elle reconnaît pleinement et entièrement les salariés, les travailleurs. Lorsqu'elle leur donne la possibilité d'avoir des espaces de parole. Lorsque la représentation collective des salariés, à travers les organisations syndicales et les instances de représentation du personnel, sont reconnues non pas comme une verrue, mais comme un apport au fonctionnement et au devenir de l'entreprise. Moi, je crois que plus vous reconnaissez, vous respectez, vous avez de l'empathie à l'égard de celui ou celle qui est en face de vous, plus vous le faites devenir finalement citoyen à part entière, acteur à part entière de sa vie, plus vous l'éloignez du Rassemblement national. Plus vous construisez du commun, plus vous éloignez le Rassemblement national. Donc c'est un combat qui est difficile. On ne va pas se raconter d'histoire, mais si on y renonce, demain il faudra en payer le prix, et le prix sera très élevé démocratiquement en termes de valeur, enfin c'est quand même fondamental, en termes de discrimination, mais il sera très élevé en termes économiques et sociaux. Vous considérez qu'il est de la responsabilité d'un syndicat de lutter contre les thèses du Rassemblement national. Est-ce que ça ne devrait pas l'être également des entreprises ? Or, on n'entend quasiment jamais les entreprises, les dirigeants d'entreprises, les actionnaires d'entreprises monter au front, c'est le cas de le dire, justement contre ces thèses-là. Mais oui, c'est de la responsabilité, je crois, de tous les acteurs engagés, et les responsables des entreprises en sont. Oui, je crois qu'il y a une responsabilité. Moi, je suis un peu à la CFDT, mais ma personne aussi est un peu singulière dans le paysage syndical. J'en fais un vrai combat. Parce que, vous savez, moi, je suis très en lien avec les camarades du Brésil. Je suis très en lien avec les camarades du Venezuela. Je suis très en lien avec les camarades américains lorsqu'il y avait Trump. On peut voir ce que les dérives populistes, autoritaires avec nos camarades turcs.
on peut, Birman, a fortiori, on peut voir ce que les dérives totalitaires peuvent enclencher sur la vie sociale, la vie des travailleurs, la vie démocratique d'un pays. Et donc, on a ce devoir. Je ne le fais pas par goût. Je préférerais considérer que le Rassemblement national est à 5% et que ce n'est pas le sujet du moment. Mais il y a le sujet du moment. Vous comprenez le combat personnel d'Éric Dupond-Moretti quand il dit que c'est au nom de ses valeurs personnelles. Alors on sait très bien qu'il y a aussi d'autres considérations purement politiciennes et partisanes, mais quand il dit qu'au nom de ses valeurs personnelles, il monte au combat contre Marine Le Pen dans la Haute-France. Et est-ce que, par exemple, vous-même, vous auriez pu faire de même, imaginons à Saint-Nazaire, s'il y avait justement une menace réelle? Est-ce que c'est le type de combat que vous pourriez mener aussi? Non, ce ne sera pas un combat politique pour moi. Je comprends que des gens s'engagent sur ce terrain-là. Il y a sans doute d'autres considérations et donc je ne vais pas commenter les campagnes électorales en cours. À Saint-Nazaire, je fais confiance à ceux qui sont aujourd'hui dans les associations, dans les partis. Mais Saint-Nazaire ou ailleurs, disons. Mais je pense qu'il y a des gens qui doivent s'engager. Mais je pense que lutter contre le Rassemblement national, ce ne sera pas que sur le terrain électoral. C'est sur le terrain social, c'est sur le terrain économique. Et que du coup, moi, je prends ma part sur le terrain qui est le mien. Je crois être suffisamment clair pour que ça représente quelque chose, mais il faut l'accompagner aussi d'autres éléments. Vous savez, prenez Saint-Nazaire et on y revient finalement après le début. À Saint-Nazaire, depuis la dernière élection municipale, si je ne me trompe, il n'y a plus de représentants du Rassemblement national dans le conseil municipal. C'est voilà, comme quoi rien n'est perdu. perdu. Une majorité de Français, et cela d'ailleurs jusque chez les sympathisants En Marche, estiment que le Rassemblement national accédera un jour au pouvoir. Moins de la moitié des Français pensent que le Rassemblement national constitue un danger. Et je rappelle aussi qu'au second tour des élections présidentielles de 2017, 20 millions de Français à peu près avaient apporté leur voix à Emmanuel Macron, 11 millions pour Marine Le Pen. Mais le chiffre le plus effroyable quelque part, c'est que 16 millions de Français ne s'étaient pas prononcés. Si Marine Le Pen accède au pouvoir dans un an, que deviendront la CFDT et vous-même? Quelle sera à ce moment-là la nature du combat qu'un syndicat et que vous-même pourriez mener? C'est une bonne question. C'est une question qui vaudra mieux se poser, qui vaut mieux se poser avant qu'après, mais qu'il ne faut pas se poser trop tôt en considérant qu'il y a une fatalité. Ce qui est sûr, c'est que selon ce qu'on peut prévoir, c'est ce qu'ils mettraient en œuvre s'ils étaient au pouvoir, on serait dans une logique de combat contre des mesures qui heurteraient, qui seraient en contradiction forte avec nos valeurs. Mais aussi, je pense qu'on serait dans un combat pour maintenir le syndicalisme, parce que, je le redis, c'est une organisation, un parti politique foncièrement anti-syndical, en tout cas anti-syndical pour les syndicats libres, indépendants, qui ont leur autonomie de pensée et qui portent des valeurs. Donc, je serai toujours aussi affirmatif sur ce qu'est le Rassemblement national, je peux vous l'assurer, et je serai mobilisé pour faire en sorte que ça procure le moins de mal aux travailleurs possible. Mais c'est évitable si ils n'acceptent jamais au pouvoir. Si Marine Le Pen est au second tour, vous voterez pour son adversaire, quel qu'il soit? Oui, à titre citoyen, évidemment, mais à titre de responsable d'organisation, je ferai tout, et je pense que ce sera le cas, pour que la CFDT donne une consigne pour voter pour la personne qui est en face, quelle qu'elle soit. C'est le moment de conclure. Dans l'un de vos livres, vous citez ce propos de Michel Rocard: « Le chemin est aussi important que le but ». Quel but poursuivez-vous? Et je pense notamment au but aussi qui déterminera votre vie post-CFDT. Le but, je crois, c'est une société plus juste, une société plus apaisée, qui fait face aux problèmes qui lui sont posés. Il y en aura toujours. Je ne crois pas à un monde fini qui serait le monde merveilleux. Il y aura toujours des problèmes dans une société, des conflits, des inégalités à régler. Et mon idéal, mon utopie, mais c'est une utopie mobilisatrice qui me fait agir, c'est de construire un monde plus juste où les travailleurs ne seraient pas quantité négligeable, mais seraient reconnus à part entière dans le fonctionnement de l'entreprise, de la société, et comme citoyens également. Et c'est ça qui me dicte aujourd'hui comme militant syndical, c'est me dictera encore après comme citoyen. Merci, Laurent Barré.